sur un thème que nous avions décidé dans le cadre d'un groupe de travail. Je tenais peut-être juste à le rappeler, l'événement est issu aussi d'un groupe de travail qui se réunit régulièrement sur le thème de la condition animale. Donc c'est pas simplement quelque chose de posé comme ça sur un territoire, c'est un travail de fond qui a eu lieu, et c'est important de le souligner, et qui regroupe au sein du groupe de travail des personnes liées aussi bien à la problématique, au thème des animaux sauvages, animaux domestiques et animaux limités. Et je peux vous dire que c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et exceptionnel. Je veux dire qu'un groupe de travail qui réunit toutes ces personnes puissent travailler ensemble, notamment à la création de cet événement. Le thème de cette table ronde, c'est donc pourquoi et comment protéger les animaux. Le thème du pourquoi est important parce que le constat qu'on a pu faire, pas pour les acteurs qui œuvrent dans ce domaine, mais c'est que quelque part, un certain nombre de nos concitoyens n'ont pas forcément toujours la conscience que les disparitions d'animaux a aussi évidemment des conséquences sur nos modes de vie. Et effectivement, je prends toujours l'exemple un peu bête, et je joue l'avocat du diable, de dire vous parlez des gens, les moustiques, il y en a de moins en moins, et puis oui, bah, tant mieux, comme ça je serai moins piqué. Et puis ils n'arrivent pas à comprendre que les moustiques aussi sont dans le cadre d'un écosystème et que c'est utile. Je prends cette image. Donc cette table ronde commencera par une intervention d'Émilie Dardenne, qui est responsable du diplôme universitaire Animaux et Société à Rennes 2. Une intervention sur cette thématique qui permettra de mettre en perspective et d'élever un petit peu cette notion du pourquoi et comment. Et puis, successivement, nous aurons, parmi les intervenants qui se présenteront dans leur intervention, chacun exprimera le pourquoi et comment, vu de son point de vue, à la fois soit dans le cadre citoyen, soit dans le cadre associatif, soit dans le cadre, pour certains, pour Saint-Vincent, en tant qu'adjoint, puisque c'est important que cette problématique de la condition animale, comme l'environnement l'a été il y a 10 ans, soit définitivement prise en compte par les politiques publiques, notamment les politiques intercommunales et intercommunales. Voilà, je laisserai la parole donc à Émilie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, j'ai été sollicitée par le collectif Animalo pour faire une présentation du côté de la philosophie. Donc, je vais essayer de rendre ça relativement digeste pour un dimanche matin à 10h30. Donc je vais vous proposer un petit cadrage théorique sur qu'est-ce que la philosophie fait de notre façon de penser les animaux et comment est-ce que ça agit au quotidien sur la façon dont on les regarde. Donc il va être beaucoup question du point de vue. Qu'est-ce qu'on se pose comme question quand on fait de l'éthique animale? On se pose des questions comme est-ce que les animaux ont des droits? Quelle est notre responsabilité morale vis-à-vis des animaux? Dans le cadre de traitements qu'on leur fait subir, ces traitements sont très variés parce que il y a beaucoup de questions aujourd'hui des animaux de compagnie. On fait naître des animaux pour qu'ils nous tiennent compagnie. On fait naître et on élève des animaux pour les manger. On fait naître et on élève des animaux pour se vêtir. Tout un tas d'utilisations auxquelles on ne pense pas forcément. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement d'envisager que les animaux puissent avoir des droits, qu'on puisse avoir des devoirs envers eux? Et on va voir que les réponses à ces questions peuvent varier en fonction des approches philosophiques retenues. Aujourd'hui, on vit dans quelle perspective éthique dominante? On vit dans une perspective humaniste. Qu'est-ce que ça veut dire, l'humanisme? Ça veut dire que l'être humain est la valeur suprême. On n'en a pas forcément conscience au quotidien, mais on est complètement imprégné par cette idée. Dans ce cadre humaniste, l'être humain est un animal à part et qui cherche constamment à se définir en différence, en coupure par rapport aux autres animaux. Ça, c'est vraiment le plan philosophique. Sur le plan biologique, cette coupure n'a pas de sens, puisque nous sommes des animaux, nous sommes des métazoaires, nous appartenons au règne animal. Donc on voit déjà ici une grande différence d'approche, l'approche biologique et l'approche morale et culturelle. Je prends 2 exemples dans l'histoire de la philosophie pour vous montrer à quel point des philosophes que vous connaissez peut-être d'il y a longtemps, mais en tout cas qui ont laissé des marques profondes sur la façon dont on se représente les animaux. Le premier, c'est Aristote, qui a été l'un des premiers à étudier les espèces animales. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est un des pères de la zoologie, Aristote.
il a essayé de voir quelles sont les caractéristiques des animaux et comment on s'en distingue, nous les êtres humains. Donc Aristote a développé une idée qui est restée très influente bien au-delà de son époque, qui s'appelle la grande chaîne de l'être, qui est une hiérarchie entre tous les êtres. Au sommet, Dieu, ensuite les anges, les êtres humains, les autres animaux, les plantes et la matière inanimée. Et donc on voit que dans cette hiérarchie, qui a longtemps influencé les sciences, la philosophie et même la politique, les êtres humains tiennent une place à part. Et donc pour Aristote, sur le plan pratique, les êtres humains et les animaux existent pour servir les besoins humains. On fait un grand saut dans l'histoire de la philosophie pour aller vers Descartes. La théorie de l'animal-machine, qui a été un peu exagérée. Descartes, sa position était un peu plus nuancée que ce qu'on en a retenu, mais en tout cas, on a retenu cette idée que les animaux fonctionneraient comme des horloges, qui seraient des automates. Et donc, c'est une idée qui est restée influente longtemps. Dans l'histoire de la philosophie, bien avant l'époque contemporaine, des gens se sont opposés à ces idées en disant « mais non, ce qui compte, la valeur qui compte quand on détermine la communauté morale, c'est la sensibilité. » Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup dans les débats aujourd'hui sur la question animale. Pourquoi est-ce qu'on devrait se préoccuper des animaux? Parce qu'ils sont sensibles. Dans l'histoire de la philosophie, on peut citer Porphyre, un philosophe grec qui associait la sensibilité à la capacité de subir un dommage. Parce qu'on est sensible, on a des intérêts et on peut subir des torts, on peut subir des injustices. Jean-Jacques Rousseau, qu'on connaît aussi pour d'autres choses, également défendait une approche de pitié vis-à-vis des animaux, associer la sensibilité à la pitié. Après ce petit historique, je voudrais passer à la philosophie contemporaine et voir ce qu'il est dit aujourd'hui sur cette relation qu'on a avec les autres animaux. Et je vais vous présenter, moi je suis angliciste de formation, donc je suis plutôt du terrain anglophone, et c'est là que la philosophie contemporaine sur la question animale a été beaucoup renouvelée depuis une 50aine d'années. Avec 3 approches philosophiques assez différentes que je vais vous décrire brièvement. La première approche, c'est celle de la libération animale, que vous connaissez peut-être de nom, mais qui a été assez déformée et qui est défendue par un philosophe qui s'appelle Peter Singer, qui est australien. Qu'est-ce que c'est la libération animale? C'est pas littéralement ouvrir la cage des animaux pour les faire sortir, c'est une idée. C'est l'idée qu'on doit reconnaître la sensibilité des animaux et le fait que cette sensibilité leur donne des intérêts. Parce qu'ils ont des intérêts, parce qu'ils sont sensibles, ils ont des préférences, ils peuvent s'épanouir dans certaines conditions ou au contraire souffrir de certaines conditions, des claustrations, des mutilations, de la violence physique. Donc aux yeux de Peter Singer, c'est la notion centrale de sensibilité qui compte pour définir qui doit être intégré dans la communauté morale, dans la communauté politique. Et il défend donc ce principe d'égale considération des intérêts. Deuxième approche, c'est l'approche des droits des animaux, qui est une approche différente, qui a été mobilisée par un philosophe américain qui s'appelle Tom Regan. L'idée de la sensibilité est aussi centrale. Mais Tom Regan défend le fait que parce que les animaux ont une vie mentale, ils ne sont pas juste sensibles physiquement, ils ont une vie mentale, ils sont des sujets d'une vie. C'est-à-dire qu'ils ont une biographie, un animal ne peut pas en remplacer un autre. Voilà. Et donc on devrait leur accorder 2 droits principaux, le droit au respect et le droit de ne pas subir de dommages. Ça, c'est l'approche par les droits. Et puis, une troisième approche, qui est peut-être la plus récente, c'est celle de 2 philosophes canadiens, donc on change encore de pays, c'est Sue Donaldson et Will Kinlika. Et ils défendent une approche
par le statut politique. Donc là, on quitte un peu la philosophie morale et on va vers la philosophie politique. Et au lieu de partir de la notion de sensibilité, ils partent du type de relation qu'on a avec les autres animaux, et ce type de relation leur donne un statut différent. Et donc il y a trois grands types, je pense qu'il va en être beaucoup question aujourd'hui, les conditions animales. Bien sûr, les animaux liminaires, on pense toujours au goéland, à Saint-Malo, on va certainement en parler plus tard. C'est l'idée d'élargir notre vision. Je vous parlais en introduction du point de vue, élargir notre vision pour voir que l'espace de la ville, même s'il est pensé pour les humains, c'est un espace qui est éminemment anthropisé, la ville. Mais il y a aussi d'autres animaux qui le partagent avec nous. Et comment faire pour gérer des populations de goélands peut-être ne pas trop s'approcher d'eux le moins possible. Moi, je ne suis pas une spécialiste de cette question, mais voilà, on en parlera tout à l'heure. Et une chose très importante, c'est la pédagogie. J'espère qu'il va en être question aujourd'hui, parce que c'est un levier formidable, l'éducation populaire, l'éducation des plus jeunes. Il y a un travail profond à faire sur la façon de repenser les relations avec les autres animaux. Je parlais tout à l'heure des chartes. Les chartes des animaux dans la ville, c'est un bon moyen de diffuser des connaissances très simples sur les oiseaux, sur la compagnie des animaux de compagnie, etc. Des actions également peuvent se développer directement dans les écoles sur cette question. Donc ce qui me semble particulièrement important, c'est de ne pas se limiter à la question des animaux domestiqués, à la question de la biodiversité. Les animaux liminaires sont également présents dans les villes. Les animaux sont présents dans les activités de loisirs. Et bien sûr, les animaux dans les achats publics sont très nombreux, même si on ne pense pas à eux directement. Une petite conclusion, donc je voudrais bien sûr saluer l'organisation de ce forum pour l'évolution positive dans laquelle il s'inscrit. Pour que ce forum ait cette belle énergie qui démarre entre les associations, la ville, peut-être les entreprises. Je ne sais pas s'il y a des représentants d'entreprises aujourd'hui, mais c'est aussi un acteur auquel on ne pense pas forcément. En tout cas, pour que ces belles intentions aient une réelle portée, il faut bien sûr qu'elles s'accompagnent de réglementations contraignantes, de mesures effectives pour lui donner corps, parce que sans ces réglementations, la volonté de protéger les animaux ne se concrétise pas. Donc sur le plan des politiques publiques, j'ai rencontré des élus dans d'autres villes qui agissent, notamment à Rennes, à Montpellier, à Grenoble, des élus qui ont une délégation au bien-être animal. Et ce que ces élus m'ont dit, c'est aussi que pour que la volonté se traduise par des actes, il faut donc réglementation, il faut un budget. Et puis il faut des ressources humaines, bien sûr, à la mesure de la ville concernée. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci pour cette présentation. Est-ce que dans la salle, il y a éventuellement une ou deux questions, puisqu'on procédera comme ça sur chaque intervention? Peut-être une remarque, c'est pas forcément une question, une remarque sur ce qui vient d'être dit par Émilie. Est-ce que remarque particulière? Vas-y. Je voulais juste savoir, vous avez parlé d'un sondage qui a été effectué, donc 77% des gens, voilà. Sur quel panel ça a été effectué? C'était important? Alors c'est un sondage IFOP, et en général les sondages IFOP, je ne sais pas si j'ai les données avec moi, mais c'est en général il y a à peu près 1000 personnes interrogées. Sur un échantillon représentatif, oui, comme tous les sondages. Oui, c'est un sondage, c'est un institut de sondage officiel. Ouais. Est-ce que vous avez des données sur la valeur économique sur les animaux domestiques? Parce que je pense que à un moment de temps, on va voir que l'économie va rentrer aussi un petit peu dans le sujet, je pense, parce que l'économie, ça dirige tout, malgré tout. Est-ce que... Le nourrissage, j'ai entendu ça hier à la radio, justement. Ça représente 1,2 milliard
de valeur, rien que pour l'alimentation animale en France. Donc c'est un chiffre considérable, au point de vue économique. Je ne parle pas des animaleries, etc., tout ce qui va à côté, mais uniquement cet aspect-là. Rapidement. Les associations naturalistes, il y en a beaucoup, hein, aussi bien en Bretagne que nationalement. Madame, vous voulez parler? Oui, monsieur. Oui. Je voulais répondre précisément à madame. J'ai été 20 ans à la SPA du pays de Saint-Malo et mon rêve, c'était effectivement d'installer une instruction dans les écoles pour sensibiliser les enfants et les enseignants à tous les problèmes animaux. J'avais, moi et d'autres, réuni un certain nombre de documents, des vidéos, toutes sortes de documents qu'on pouvait utiliser. Et là où nous avons pu être reçus, ça marchait extrêmement bien avec les enfants, mais la difficulté, c'était que les enseignants qui étaient surchargés par des programmes assez lourds étaient dans l'ensemble assez peu disposés à consacrer du temps et qu'il n'y avait à l'époque aucune aide de la part de la ville de Saint-Malo et des communes. À mon avis, il faudrait absolument que la ville de Saint-Malo notamment donne aux associations qui sont équipées et qui peuvent faire de l'enseignement, donne la possibilité d'intervenir dans les écoles et d'y être reçu de façon efficace. Et ça ne se faisait pas à l'époque. Merci. Je pense que nous avons plus de chances de le faire maintenant. Ouais, complément d'information. Madame Le Sen a tout à fait raison. J'ai été le témoin, elle a essayé, en s'appuyant sur des bénévoles, de faire des démarches auprès des écoles pour pouvoir intervenir. Alors, pour que ce soit vraiment efficace, qu'il y ait l'écoute des élèves, il serait bon de pouvoir amener un animal, un chat, un chien, etc. Là, on se heurte aussi, alors bien sûr, il y a le soutien de la mairie, la communauté de communes, etc. Mais on se heurte aussi, et je crois que Mme Sen en a été le témoin, à la réglementation, c'est-à-dire emmener un chien dans une école, eh bien, le directeur de l'école va vous dire, oui, mais moi, il me faut l'autorisation de l'inspection académique. Vous voyez qu'il y a vraiment une démarche pédagogique auprès des responsables, et au niveau des écoles, c'est pas simple. Je crois que sur la question de l'éducation, il y aura justement cet après-midi des éléments sur notamment ces difficultés-là. Le complément. Excusez-moi, j'ai juste un dernier renseignement. Il ne faut pas oublier que en France, pour le moment, les gens qui ont officiellement le droit d'aller dans les écoles faire de l'enseignement, ce sont les chasseurs. Alors, madame, j'ai corrigé un petit peu quand même cette caricature. Oui. L'éducation nationale, les associations naturalistes participent, celles qui sont conventionnées, participent à l'éducation sur ce sujet. Alors, soit Bretagne Vivante, Eau et Rivière de Bretagne, ton association aussi, la nôtre, sont invités dans les écoles. D'ailleurs, nous avons énormément de sollicitations. Nous avons simplement sur le département 2 animatrices qui travaillent tous les jours dans les écoles, et de la maternelle jusqu'à l'université, en passant par les EHPAD. Vous voyez que ce sujet-là, il est au cœur. Il suffit de voir comment dans les maternelles, les enfants, on n'a pas besoin de faire leur éducation, hein. Les enfants sont extrêmement sensibles aux animaux, vous le savez très bien. Ils ont une approche, et là je ne vais pas développer parce que... Alors, si justement, puisque vous avez la parole, oui, vous allez pouvoir faire votre intervention justement sur pourquoi et comment. Voilà. Alors, je vous présente. Je me présente et je vous remercie de l'invitation. C'est une question effectivement toute simple, hein. Il faut se méfier des questions trop simples, hein. Les pourquoi, il faut se méfier des pourquoi, parce qu'en fait, derrière, il y a une réelle complexité. Donc moi je suis Michel Snick, je suis bénévole à la LPO, hein, je ne suis pas salarié, je suis bénévole. Dans la salle, nous avons François Toumi, qui est vice-président de la LPO Bretagne, qui a bien voulu aussi venir, mais malheureusement il y a une extinction de voix, il ne pourra pas trop intervenir oralement. La LPO, vous connaissez, elle est née pas très loin d'ici, hein, puisqu'elle est née à l'île Grande, en 1912, justement, à l'occasion de la protection des macares moines
qui étaient chassés par les chasseurs de la SNCF, parce qu'il y avait un club de chasseurs de la SNCF, bon je ne vais pas développer, mais enfin voilà, en 1912 déjà on a défendu ces oiseaux qui étaient vraiment au bord de l'extinction, et c'est comme ça qu'est née la LPO, et que la LPO s'est développée justement pour la défense des animaux sauvages. Alors, les animaux, en fait, ils sont avec nous, ils nous accompagnent depuis la nuit des temps. Hein. La grotte Chauvel nous le rappelle. Elles font partie de la mythologie aussi. Hein. Les animaux sont sacrés en Égypte. Les animaux sont sacrés dans de multiples civilisations, hein, que ce soit les Incas, les Indiens. Et en Inde aussi, les animaux sont sacrés. Donc on voit qu'il y a un lien très 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 important, et pas uniquement sensible, affectif, mais ce lien, il est largement supérieur à notre sensibilité. Il va dans la philosophie aussi de chaque, dans chaque civilisation. Il y a une approche différente, un degré différent de l'animal, du statut. Notre approche évolue aussi, et on voit que depuis quelques années, tu le rappelais, que la sensibilité ici, hein, on parle d'ici dans le pays malouin, en France, je ne vais pas parler de la sensibilité dans un autre, en Afrique par exemple, la sensibilité de l'animal et la place de l'animal a un autre statut. Donc on va parler d'ici en France dans un temps présent et dans un lieu particulier. Mais l'animal, effectivement, est proche de nous, il a toujours été proche de nous, il a été utilisé, puisque effectivement son statut, ce dont celui qui parle a une vision différente. Alors, je ne vais pas le développer parce qu'on va en parler tout à l'heure, mais je ne veux pas perdre le fil un petit peu dans le comment protéger les animaux. Alors, effectivement, le pourquoi, on sait le pourquoi. On peut développer le comment, oui. Parce qu'on parlait d'éducation, effectivement, la première chose, c'est l'éducation. Alors l'éducation, elle passe forcément par la connaissance. Il n'y a pas d'éducation sans connaissance. Et justement, si notre regard a évolué, c'est grâce aussi aux sciences naturelles, qui commencent avec, ici en Europe avec Buffon, Darwin, etc. Cette connaissance, elle est fondamentale. Cette connaissance aussi passe par la technique. La technique, mine de rien, la photographie nous a éclairé aussi sur le monde du vivant. Et la technologie n'a pas que des aspects négatifs. Hein. On voit que la microscopie, par exemple, aussi, nous a fait pénétrer dans un monde inconnu et nous a fait découvrir la merveille de la diversité du monde. Et c'est peut-être là-dessus qu'on pourrait insister justement dans l'éducation. C'est parce qu'en fait, c'est l'émerveillement qui fait que on est ébahi devant la diversité et surtout peut-être de l'altérité, c'est-à-dire la grande différence que nous entretenons avec le monde animal. Alors, on avait pris dans l'intitulé le monde animal avec un A majuscule. Mais ça, c'est un peu philosophique, le A majuscule. Il faudrait peut-être parler aussi du monde tel qu'il est dans sa réalité biologique, et dans surtout son... Quand on parle du vivant, on ne parle pas simplement, là, on parlait du sensible. Nous, on ne parle pas tellement de la sensibilité. C'est pas ça qui nous importe, peut-être, même si c'est un aspect important des choses, cette sensibilité, mais c'est sur la diversité et surtout les liens, l'interaction, et je dirais même plus l'intrication des espèces entre elles. Nous sommes à l'intérieur de ce tissu du vivant, nous sommes à l'intérieur, on ne peut pas s'y échapper. Je me demande comment vont faire les cosmonautes sur Mars tout seuls, entre vivants, entre humains, ils vont s'ennuyer très rapidement. Cette intrication et cette nécessité, c'est-à-dire que l'animal, si nous sommes un animal
Je ne vais pas dire comme les autres, hein. Je vais pas dire comme les autres, quand même. Je mets une nuance, puisqu'on a quelque chose de très particulier, quand même. On a une intelligence, mais aussi un pouvoir extraordinaire de réparation, mais aussi de destruction. Et c'est ça qui fait notre différence. C'est qu'on est des supraprédateurs, et de supraprédateurs, nous devons devenir des supraprotecteurs. Voilà, la grande... Alors, je pourrais encore beaucoup développer sur plein des aspects, mais je crois que Bretagne Vivant doit le faire là, très très bien. Merci. Est-ce qu'il y a une ou deux remarques par rapport à l'intervention de M. Simic? Bon, on va peut-être commencer par Muriel One Voice. Bonjour, merci pour l'invitation et pour l'organisation de cette journée. Je répondrai rapidement à pourquoi, un peu moins à comment. Je ne dirai pas pourquoi, je dirai pour qui. Et je dirai pour eux, pour nous et pour la planète. C'est l'unité des combats que défendait notre parrain Théodore Monod, et c'est toute la raison d'être de One Voice, qui veut dire une seule et même voix pour tout le monde. Comment Émilie Dardenne a parlé du regard, et je pense profondément qu'il faut changer le regard que nous avons sur les animaux, qu'il faut toucher le cœur, et que c'est ainsi que nous obtiendrons des progrès durables. Nous essayons toujours de rapprocher les gens des individus et de leurs histoires, mais aussi de parler de qui ils sont en tant qu'espèce, en tant que groupe. Un exemple, il y a des chiens ici, à côté. Leurs ancêtres, ce sont les loups. Et on a cette image parmi les loups du couple alpha qui est dominant et puis qui mange en premier et puis qui règne un peu, qui fait un petit peu régner la terreur sur le groupe, alors que ce n'est pas ça du tout les loups. Les loups, c'est la solidarité. Il y a un couple reproducteur qui est là pour avoir des petits, et le reste de la meute, c'est une famille. C'est la même famille. Et ils sont tous au service de qui? Des louveteaux, de la vie. Et quand l'un d'eux s'en va, parce qu'il doit partir, quitter le groupe, eh bien, il y a le chant des loups pour l'accompagner, avec un mode de communication qui, si on le ralentit, est très proche de celui des dauphins, dont nous allons entendre parler peut-être tout à l'heure. Eh bien, en France, les loups, c'est 170 animaux tués par an, officiellement, sans compter les autres, alors qu'ils sont extrêmement utiles dans la nature. Ils permettent à la biodiversité de revenir là où on les laisse en paix. Ils permettent aux plantes, à la faune, à la flore, aux oiseaux de vivre mieux, de vivre bien. Changer le regard, c'est donc aussi se dire qu'on va laisser la place à la nature sans intervention humaine et cesser de considérer les animaux uniquement par le profit immédiat qu'on peut en tirer. Donc, on parle des loups pour lesquels nous nous battons à One Voice, on parle des ours. Récemment, nous avons dû attaquer 9 arrêtés qui organisaient le harcèlement des ours dans les Pyrénées. Ces animaux, on a été les chercher en Slovénie alors qu'ils vivaient peinards. Et aujourd'hui, ils sont dans la montagne, et parce qu'on a une espèce de pastoralisme qui s'est complètement industrialisé avec des troupeaux immenses de plusieurs milliers d'animaux, et comme ça, s'il y en a 50 qui tombent dans un ravin, c'est quantité négligeable pour ces pauvres brebis, qu'il ne faut pas oublier non plus, qui sont là, qui piétinent toute la flore, et les ours qui essaient de survivre, ils ne sont que 70, vont être harcelés, et là, les arrêtés permettaient même aux éleveurs de les harceler eux-mêmes avec des grenades de désencerclement, avec des flashballs. Donc, les ours gestantes pouvaient perdre leurs petits, les ours qui étaient accompagnés d'oursons pouvaient se perdre aussi, et on ne leur laisse pas leur territoire, on souhaite qu'ils partent de la montagne. Nous avons gagné à 9 reprises, et les tribunaux ont été très clairs, les troupeaux ne sont pas gardés, et il peut y avoir une atteinte aux animaux. Et bien sûr, les éleveurs sont vent debout, mais c'est ça aussi, quand on se bat dans les tribunaux comme cela, ça permet aussi de porter la voix des animaux et de montrer qu'il y a des problèmes et qu'enfin, il faut laisser une part de nature pour les générations futures et pour tout le monde.
Je terminerai avec les tigres, encore des animaux sauvages. La semaine qui vient de passer, 8 heures de procès contre un dresseur qui enfermait 10 tigres dans un camion de 20 mètres carrés sans jamais qu'ils sortent de ce camion. Et pourquoi? Pour faire naître des tigreaux et pour les vendre. Un énorme trafic. Un énorme trafic. Alors en France, on pense que les cirques, c'est bientôt terminé. Ça n'est absolument pas le cas, même avec la loi de protection animale. Hélas. Et ces spectacles, on parlait des enfants, on parlait de la pédagogie. Il a été prouvé que quand les enfants assistent à ces spectacles d'animaux dressés, eh bien ça empêche le développement de leur empathie. Et ils ne vont pas ensuite avoir envie de protéger les animaux dans la nature. C'est une déclaration qui a été signée par 100 psychologues au niveau de l'Europe. Ces tigres-là vivaient donc en permanence dans un camion, sans en sortir, en infraction totalement avec la loi. Mais malheureusement, les autorités, souvent au niveau des régions, les services vétérinaires, en l'occurrence, couvrent ces agissements et laissent faire. Donc nous avons des animaux parmi les plus qualifiés, les plus beaux, comme vous le disiez, la beauté c'est tout à fait autre chose, mais les plus en danger, les plus aimés de la planète, qu'on laisse maltraiter, martyriser de la sorte, avec tout ce trafic derrière. Nous avons enquêté chez les taxidermistes, on va vous montrer un fauve de cirque debout dans la caravane, dans le camion, et vous allez pouvoir l'acheter sur pied pour l'avoir empaillé. Ça se passe en France aujourd'hui, tout ça. Et il faut en avoir conscience, il faut continuer nos efforts, parce que ça n'est pas terminé. Les cirques vont continuer malgré la loi de protection animale. Et ces animaux sauvages, ils sont emblématiques de la nécessité de les protéger dans la nature. Voilà. Changer le regard et arrêter de considérer les animaux par le prisme du profit qu'on peut en tirer, du profit immédiat. Je crois que cet été, avec la canicule, avec la sécheresse, beaucoup d'entre nous, qui n'étaient pas forcément sensibles aux animaux, ont pris conscience que sans la nature, on ne va pas pouvoir aller bien loin et qu'il faut la protéger. Et pour la protéger, comme dirait Théodore, foutons-lui la paix, foutons-leur la paix, tout simplement. N'intervenons pas, laissons des espaces de vie sans intervenir. Merci encore. Merci, madame. On voit bien que vous allez sur le terrain juridique du comment effectivement protéger les animaux. Une autre façon aussi d'agir d'une association, en tout cas Malouine, donc Thierry Luanic. Bonjour, je suis Thierry Luanic, je suis le président de l'association ALARC. ALARC est une association qui existe depuis 18 ans et qui travaille sur la sensibilisation de l'ensemble du milieu marin dans la zone de la baie du Mont-Saint-Michel et de la baie de Saint-Malo, et qui, deuxièmement, travaille aux études d'un animal qui est l'animal parapluie dans cette zone, qui est le grand dauphin. Donc on a des biologistes marines salariés qui travaillent sur les comptages, mais aussi et surtout sur le comportement de cet animal, qui est ce qu'on appelle un animal parapluie, c'est-à-dire qu'effectivement l'état du grand dauphin est particulièrement symptomatique de l'état de l'ensemble du milieu. Alors pourquoi faire ça? Bien entendu, et je vais employer un mot qu'on n'a pas encore utilisé bizarrement ici, qui est le mot de biodiversité. C'est-à-dire, c'est quoi la biodiversité? C'est nous. C'est le tissu de nos vies, c'est la vie, la biodiversité. Si on prend pas soin de la biodiversité, aussi bien les animaux eux-mêmes, bien sûr, les espèces animales, mais aussi le milieu, parce que sans études et sans précautions prises sur le milieu, les animaux eux-mêmes ne peuvent pas y vivre, quel que soit le milieu. Et puis aussi la génétique. La biodiversité, c'est aussi la possibilité d'une diversité génétique sans laquelle il n'y a pas de vie. Donc pourquoi? Tout simplement parce que c'est la vie, et que si on ne prend pas soin de l'ensemble des espèces, on va tout simplement disparaître, nous aussi, et particulièrement vite, parce que comme le grand dauphin, on est une espèce de supraprédateur, et on est au sommet de la chaîne dans laquelle on vit.
Alors, pourquoi? Ça me semble évident. Comment? Eh bien, la particularité des animaux avec lesquels on travaille, ce sont des animaux sauvages. Alors la première chose, c'est la protection. La protection de la loi, d'abord. Peu de gens savent que le goéland est un animal protégé. Toucher un goéland peut entraîner une amende, si on respecte la loi. Donner à manger à un goéland, c'est 135 €, normalement. Parce que la vraie possibilité, déjà, pour les protéger, c'est, comme tu as dit tout à l'heure très justement, mais foutez-leur la paix. Laissez-les tranquilles. Laissez-les vivre dans leur espace. Chaque fois qu'on embarque des adhérents pour des sorties en mer, pour des sorties de recherche et de découverte en mer, on commence toujours par leur dire, première chose, nous ne sommes pas chez nous, nous sommes chez eux. Nous sommes là, chez eux, et ils font ce qu'ils veulent. Si quelqu'un nous dit « je veux embarquer avec vous pour voir des dauphins », on lui répond systématiquement « ben non, non, on ne va pas voir des dauphins. On va dans un milieu, on va voir ce qu'est ce milieu, quel est l'état de ce milieu, on va le défendre, on va ramasser les milliers de saloperies qu'on trouve en mer. Je peux vous dire que vous faites 3 heures en mer, vous ramassez 10 kilos de plastique, 10 kilos de... Et puis malheureusement cet été, aussi des fous de bassin, des goélands avec la grippe aviaire. Notamment les fous de bassin, c'est un désastre total, la grippe aviaire sur les fous de bassin. Et donc, que faire d'abord? Effectivement, sensibiliser sur ces animaux sauvages, on est chez eux. Et c'est vrai, et c'est facile pour nous sur les grands dauphins, parce que je crois que la plupart des gens le comprennent. Aujourd'hui, on a de moins en moins de gens qui ont l'image de flippers, etc. Et de plus en plus de gens qui comprennent la place que peut avoir cet animal dans l'ensemble du milieu et le rapport qu'il peut avoir avec l'ensemble du milieu. Et donc la loi est nécessaire. Je rappelle à ce sujet que la loi de 2021 interdit toute approche volontaire de mammifères marins, quels qu'ils soient, comme c'est vrai aussi pour les phoques, c'est vrai pour tous les mammifères marins, à moins de 100 mètres. Donc il serait déjà bon que tous les gens qui sont en mer sachent mesurer à partir de leur bateau qu'est-ce que c'est que 100 mètres. D'autre part, il faudrait aussi éviter les usages de la radio, parce que le nombre de plaisanciers qui, quand ils voient un dauphin, se mettent sur VHS, « Ah, j'ai vu un dauphin à tel endroit, etc. » Et il y a 10 bateaux qui arrivent. Et ça, c'est un trouble certain. On a la chance d'être dans une zone ici où les professionnels ont peu d'actions sur les dauphins. Il y a peu de chalutiers, ce sont des petits chalutiers, même le dragage de la coquille Saint-Jacques, bon, toutes choses égales par ailleurs, je travaille juste par rapport aux grands dauphins, ne les perturbe absolument pas. Donc on a une pression anthropique qui est faible sur cette espèce, ce qui est le contraire de ce qu'on a en Atlantique sur le dauphin commun, où c'est un massacre généralisé. Ici, on a la chance d'être dans un milieu qui permet aux grands dauphins, pour vous donner juste un ordre d'idée, dans une zone qu'on appelle le golfe normand-breton, donc qui va de Paimpol à Cherbourg, grosso modo dans cette zone-là, qui comprend donc Jersey, etc., on estime une population environ 500 dauphins, grands dauphins, sédentaires, restent dans cette zone-là. Nous, il y a des dauphins qu'on connaît depuis 10 ans, qu'on identifie, qui reviennent, qui ont des petits, etc., depuis plus de 10 ans. Donc, on sait qu'on a cette zone-là. Donc, le problème, si on prend cette espèce, n'est pas tellement le dérangement, au sens large du terme, de la pression anthropique. Par contre, il devient de plus en plus la pression, notamment en été, des bateaux de loisirs. Et en particulier d'un vrai problème qui est celui des jet skis. Les jet skis sont une perturbation majeure pour les grands dauphins. Et nous avons déjà demandé, je regrette que M. le maire soit parti, ici, l'interdiction des jet skis dans cette zone, qui est une zone Natura 2000 et qui est une zone de protection pour les mammifères marins. Alors, il y a bien sûr les mammifères marins, mais je voudrais aussi, et j'en ai plus pris conscience aujourd'hui avec ce qu'a dit Émilie, le problème des oiseaux qui vivent dans les villes. Comme je vous l'ai dit, les fous de bassin, les goélands sont des animaux protégés, et il y a un problème particulier dans ces animaux qui sont au contact direct avec l'humain, qui sont déjà imprégnés. Voilà. Et là, il y a une attention, et certainement mieux à faire
que de stériliser les œufs par rapport à ces animaux. Et comment faire pour qu'ils retrouvent un espace, c'est un problème qui est infiniment plus difficile que des animaux qui sont en liberté et qui ont... Et c'est vraiment une vraie interrogation. Et puis pour terminer, que faire? D'abord, avant tout, je recoupe complètement ce que vous avez dit, l'éducation. On intervient, nous, beaucoup avec les classes de mères, on intervient aussi beaucoup pour qu'une association puisse intervenir dans une école, il suffit qu'elle soit agréée par l'éducation nationale, par le rectorat, et auquel cas on peut intervenir dans les écoles sans problème, nous c'est ce qu'on fait beaucoup. Donc effectivement, les écoles, là, et puis je regrette qu'il y a beaucoup de touristes ici, qu'il n'y ait pas d'information spécifique qui soit faite par les offices de tourisme, par les municipalités, en direction de populations qui, en toute bonne foi, arrivent et ne savent pas faire la différence entre une mouette et un goéland, ou entre Flipper et un dauphin, voilà. Et donc, là, il y a beaucoup, beaucoup de travail à faire aussi. Merci Thierry. Une ou deux questions ou remarques avant que Irène Aupetit fasse, Bretagne Vivante, fasse une intervention. Ouais, ben justement, vous parliez de zone Natura. Vous entendez lorsque la question... pardon. Oui, non. Vous parliez de zone Natura 2000 et bon, il y a un deuxième micro, Franck. Vous parliez de zone Natura 2000 et il y a la construction qui est prévue là, enfin qui a déjà même commencé, des éoliennes en mer entre deux zones Natura 2000 et vraiment ça va toucher les frontières des deux zones Natura 2000. Bon, c'est un peu aberrant parce qu'on va toucher les deux frontières, les animaux et la notion de frontière, je pense que ça leur passe plus qu'au-dessus de la tête. Et est-ce que vous avez une estimation de l'impact au niveau de la vie marine, de la partie déjà de la phase construction, de la phase de travaux au niveau de la construction de ces éoliennes? Alors, brièvement sur les éoliennes en baie de Saint-Brieuc, nous avons été contactés par Elmarine, le gestionnaire du parc, enfin le créateur du parc, au départ, et pour justement faire une information et une sensibilisation sur les grands dauphins. Ceci dit, très vite on a compris que nous servions uniquement d'outils de communication et que ce qu'ils souhaitaient, c'était un label environnemental sur leur projet. Donc on a complètement quitté... Alors il y a beaucoup d'argent à la clé. Ces entreprises sont prêtes à arroser très largement nos associations de manière extrêmement généreuse. Voilà, donc nous avons renoncé à ça. Pourquoi? Parce que ce qu'on exigeait, c'était d'abord un état des lieux préalable, savoir est-ce qu'il y a des dauphins dans cette zone-là, quelle est leur quantité, quelles sont leurs habitudes, etc. Ce qui n'a pas été fait, j'entends pas fait sérieusement, c'est pas en passant un avion et en disant voilà, on a vu, il y a 10 dauphins, ça veut rien dire. Voilà. Ensuite, on exigeait une vraie possibilité d'intervention pendant les travaux. On nous a dit on va mettre des gens sur les bateaux et comme ça, quand on fore les trous, s'il y a un dauphin qui passe à côté, on arrêtera de faire le trou. On leur a expliqué que le dauphin a une ouïe qui fait qu'il y a 200 décibels. C'est 200 décibels quand on fait un trou comme ça dans le granit. Le dauphin, il a entendu ces 200 décibels à 150 km. Donc en gros, dans un rayon de 150 km, il n'y a plus de dauphins. Donc c'est pas la peine de travailler à ce moment-là. Par contre, après, quand on arrête les travaux, est-ce qu'ils reviennent? Comment? Mais ça, c'est absolument pas mesuré. Et puis il n'y a pas que les dauphins. Non, yes. Voilà. Donc, juste sur cette question-là, l'impact, alors, sur les grands dauphins, l'impact, il n'est pas majeur parce qu'ils bougent beaucoup. Ils sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une très grande zone. Donc, on peut toujours dire, effectivement, a priori, l'impact est mineur. Par contre, sur d'autres espèces, je pense au coquille Saint-Jacques, on pense à tout un tas sur lesquels les pêcheurs ont beaucoup insisté, à tout un tas d'autres organismes vivants qui sont beaucoup plus menacés. Merci. La parole à Irène Aupetit en tant que Bretagne Vivante. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Oui, alors merci pour la co-organisation du coup de cet événement et de me permettre de
répondre collectivement à cet exercice qui n'est pas facile. Enfin, pas facile, un peu complexe, parce qu'en 5 minutes, comme vous voyez, il y a un peu de passion dans les débats. On a tous des approches différentes, on a tous des points de vue différents, et puis on a tous des assos qui agissent différemment, donc c'est pas très simple. Alors, je vais essayer de dire quelque chose, pour le coup, qui va paraître simple, enfin, j'espère. Dans les assos environnementales, on se demande, et je pense que ça a développé la mienne, et ça a développé mon regard, et voilà. Mon pourquoi personnel, c'était ça. Et du coup, j'ai été, avant d'être à Bretagne Vivante, dans d'autres associations qui ont d'autres regards. Et j'ai notamment travaillé en lien avec un centre de soins de la Côte Sauvage qui a la particularité, enfin, je pense que c'est plus le seul aujourd'hui, de ne pas être spéciste, c'est-à-dire qu'effectivement, ils reçoivent toutes espèces, voilà, les animaux en difficulté, en fait. Alors, c'est pas le cas de tous les centres de soins, mais là, c'était le cas. Avec ce travail-là, je me suis rendu compte, c'est des vrais observatoires, les centres de soins, on se rend compte de l'impact de nos activités humaines sur les animaux. Alors ça m'a frappée en fait. Et puis en regardant, en travaillant sur le soin de ces animaux-là, après un certain nombre réussissent à être relâchés, alors pas tous malheureusement, parce qu'il faut qu'ils puissent redevenir indépendants, ce qui n'est pas toujours le cas. Enfin, s'ils sont handicapés, malheureusement, ils ne peuvent pas être relâchés et du coup, ils sont euthanasiés, parce que c'est pour leur bien, justement, enfin, pour leur bien-être. En fait, on les relâche dans des milieux qui sont eux-mêmes dégradés. Et c'est là où je me suis dit, mais le problème est gigantesque, en fait. Les animaux sont impactés et on les relâche dans des milieux dégradés. Alors voilà, et c'est comme ça que moi, je suis rentrée à Bretagne Vivante, il y a quelques années, il y a 5-6 ans maintenant. Et je suis ravie qu'on ait ce tissu associatif aussi complémentaire en France. On a beaucoup de chance avec des associations qui font un boulot très très important. Alors Bretagne Vivante, je ne sais pas si c'est une association qui est très connue du grand public. Elle existe depuis 60 ans, il y a à peu près 70 salariés. Elle a différentes missions, alors je vais essayer de les décrire simplement. Parmi les 70 salariés, on a beaucoup de chargés d'études qui travaillent pour créer de la donnée, de l'information qui a l'intérêt d'être neutre sur les territoires et justement de participer aux politiques publiques. Donc ça, c'est quelque chose d'important parce qu'on crée de la connaissance et de la connaissance neutre. Et la deuxième chose, c'est de partager cette connaissance, alors que ce soit avec les collectivités, avec le grand public, dans les écoles, enfin voilà, on a plusieurs vecteurs et on continue à essayer de s'adapter à la demande parce qu'il y a une très forte demande, voilà, et ça c'est aussi un pilier important. Ensuite, on a aussi la protection, donc le côté protection, soit militant, soit protection d'espace avec la mise en place de plans de gestion pour des réserves associatives. Donc on en a un certain nombre en Bretagne, je crois qu'on en a 130 aujourd'hui. C'est plutôt pas mal, mais ce sera jamais assez peut-être. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Oui, c'est que en fait, Bretagne Vivante, sa spécialité, c'est de travailler sur la biodiversité. Donc ça a été décrit tout à l'heure. La biodiversité, je ne sais pas si ça vous parle à tous, c'est les espèces, des végétales, animales, les interactions entre ces espèces et les interactions entre ces espèces et les milieux. Et c'est vraiment là où je crois que les politiques publiques peuvent agir, parce que les milieux, les espaces, les écosystèmes, ce sont les habitats des animaux. Pour revenir aux animaux, ce sont les habitats des animaux sauvages. Et c'est très important de pouvoir les préserver. Alors comment donc je viens d'y répondre un petit peu. Aujourd'hui, on passe plutôt les associations environnementales ont permis la création du droit à l'environnement. Et aujourd'hui, on peut préserver les espaces. L'évolution de la société fait qu'aujourd'hui, on va plus vers des dynamiques de renaturation, puisque les espaces ont été pas mal dégradés ces dernières dizaines d'années. Donc on va plutôt vers de la renaturation. On a des problématiques nouvelles auxquelles on se heurte, auxquelles on ne sait pas répondre. Enfin, Émilie tout à l'heure parlait des animaux liminaires. Voilà, on a des animaux qui arrivent à se développer dans des milieux, on parlait des milieux urbains,
parce qu'ils ont un intérêt à y venir et à s'y développer, aujourd'hui, ça ne fait pas partie de notre cœur de métier, on ne sait pas répondre à ça, on ne sait pas trop comment gérer ça. Alors voilà, c'est quelque chose qu'il faut qu'on développe ensemble et avec les collectivités territoriales qui ont aussi cette responsabilité. Enfin, oui, donc on parlait aussi, pour revenir sur le pourquoi et sur le comment, on parlait tout à l'heure de l'intérêt économique à agir pour les animaux. Aujourd'hui, on parle de services écosystémiques, de solutions fondées sur la nature. Et aujourd'hui, on est au-delà de la sensibilité. On doit agir, quelle que soit notre sensibilité, parce que c'est important. Si on veut continuer à faire société, si on veut continuer à survivre et à survivre correctement, de protéger le bien commun dont font les animaux et dont font partie les espèces. Pour finir, mais peut-être que Vincent va y répondre de façon plus concrète. Je finis, mais du coup, les collectivités peuvent agir. Il y a des outils qui ont été mis en place en lien avec les associations, par des logiques de coopération, comme la trame verte et bleue, je ne sais pas si ça vous parle, comme les atlas de la biodiversité communale, voilà, et qui permettent justement de créer de la connaissance localement, enfin plus ou moins localement d'ailleurs, et d'avoir une approche dynamique de la gestion des espaces pour la protection des animaux, notamment. Merci Irène. Je ne sais pas si j'ai été claire, excusez-moi. Il y aura un complément d'information. Merci à l'intervention. Tu as évoqué la nécessité d'avoir des politiques publiques, des interventions des collectivités territoriales. Elles le font déjà en matière d'environnement, mais tu as bien montré qu'il y avait un lien à faire entre l'habitat et les animaux notamment, et puis le bien-être animal. Donc la parole est à Vincent, qui va se présenter. Bonjour, donc je suis Vincent Bouche, adjoint à la ville de Séminaire, en charge de la biodiversité et de l'environnement. Alors c'est vrai que j'ai aussi des casquettes naturalistes, ce qui fait que je vais plutôt avoir un discours qui va se rapprocher d'Irène. Juste rappeler que globalement on vit dans un ensemble biologique, c'est un écosystème, et que nous en tant qu'espèce humaine, on interfère aussi avec toutes les autres espèces, et qu'à travers ça, l'augmentation de la population, parce que depuis que je suis né, il y a quand même 25 millions de Français en plus, donc je ne donne pas mon âge, je vous laisse calculer. Par contre, on doit être 7 milliards sur Terre, on va normalement aller vers les 10 milliards, et donc à partir de là, on impacte forcément les milieux dans lesquels on vit, et donc cette interaction avec les espèces. Or, Irène le disait tout à l'heure, ces espèces, enfin ce monde biologique nous amène plein de services écosystémiques. Je prends un exemple sur la santé. 70% des molécules qui traitent le cancer viennent de la nature. Et on voit bien toutes les problématiques sur le cancer. La santé physiologique aussi. On sait aujourd'hui que quelqu'un qu'on soigne dans un hôpital avec une vue sur une fenêtre, une vue sur l'extérieur à travers la fenêtre, la maladie, enfin le patient se soigne mieux qu'en ayant une vue sur un immeuble ou autre. Je fais ce rapport devant la densification qu'il va y avoir, qui est en cours, et qui, à mon sens, va peut-être poser certains problèmes par rapport à toutes ces connexions. C'est aussi la pollinisation, ça j'en parlerai pas parce que je pense que tout le monde est un peu au courant. Rappelons qu'il n'y a pas que l'abeille domestique, et là aussi il faut se soucier de toutes les autres espèces pollinisatrices. On peut penser, je prends un exemple aussi, vous avez une espèce comme la salamandre, qui a la capacité, si elle perd un orteil, si elle perd un membre, que ce membre repousse. Vous avez des recherches actuellement dessus. Or, les amphibiens font partie des espèces qui sont en train de disparaître à vitesse grand V. Et on peut se soucier du dérèglement climatique. Je ne dis pas changement climatique, je dis dérèglement climatique. Tout ce qui est hausse de température, assèchement des mares, etc. Donc voilà, c'est tous ces services qui, à mon sens, nous rendent un service indispensable aujourd'hui pour la santé humaine. Et le comment, je rejoins ce qui a été dit, l'éducation, on est une société, nous sommes passés d'une société rurale en un siècle. C'est hyper rapide. On est passé d'une société rurale à une société urbaine. Et en même temps, petit à petit, on se déconnecte au fil des générations.
Voilà. On peut s'apercevoir aujourd'hui, vous avez des enfants qui ne vivent qu'en ville, qui n'ont aucun contact. On découvre, lorsque vous allez à le forum de l'agriculture à Paris, il y a des enfants qui, pour la première fois, voient un mouton, voient une vache à 12 ans. Donc on peut s'interroger sur ce qu'ils connaissent du monde extérieur, du monde animal. Et puis après, donc ça c'est l'éducation par la nature. Je suis ravi de voir aujourd'hui qu'il y a en Ille-et-Vilaine une classe qui va se faire une fois par semaine dans la forêt. Et cette classe, c'est à Ménilroch, donc c'est la commune de Tressé, Saint-Pierre-de-Pléguin et Lanhéla. Donc vous voyez, c'est à côté. Donc il y a déjà une ouverture. La crise aussi, la crise actuelle, indirectement, je suis peut-être fâché, mais a quelques bénéfices. C'est toutes les économies que nous sommes en train de réaliser, notamment sur la coupure de l'éclairage public. On peut parler de la condition animale. 65% des invertébrés sont nocturnes et 25% des vertébrés sont nocturnes. Lumière allumée, on peut faire tout ce qu'on veut en termes de biodiversité. Comme le dit Irène, on peut faire des trames vertes, des trames bleues. S'il n'y a pas de trame noire, vous n'aurez aucun résultat. Ça, donc là, aujourd'hui, quasiment toutes les communes sont en train de couper l'éclairage. Ça ne peut être que bénéfique. Voilà. L'éducation par la nature, alors les associations qui sont présentes ici, il n'y a aucun problème. Après, il n'y a pas que l'école. Vous avez les centres de loisirs, vous pouvez créer aussi dans vos communes des, on appelle ça des GSA Saint-Lunaire. Escale Bretagne a créé une école de la nature indirectement. Voilà, vous avez comme une activité sportive et autres, les enfants, il y a une éducation, le mercredi, un club nature, voilà, chercher le mot tout à l'heure. Donc les clubs nature, je pense qu'on a ce besoin de se reconnecter. Il y a les centres de loisirs. Voilà, on pose trop la question de savoir ce qu'on doit leur apporter. Vous mettez des enfants dans un milieu naturel et vous les laissez découvrir ce milieu naturel. Nous n'avons pas besoin d'interférer en tant qu'adultes et de leur dire ce qu'il y a à faire. Et là, ils vont se construire eux-mêmes. Voilà. Et après, aussi, je vais finir par dire, faire confiance à la science et aux scientifiques. Tout ce que j'ai appris, personnellement, je l'ai appris à travers la science et à travers les scientifiques. Toutes les alertes qui ont été données, vous aviez des gens qui interféraient dans la science. Et aujourd'hui, l'école devrait peut-être parler plus de sciences naturelles. Aujourd'hui, on apprend trop la compétitivité au sein de l'école. Voilà. Ces notes qui font qu'on entre en compétition tout jeune et qu'au travers de ça, on devient des compétiteurs. Et je pense que l'espèce humaine est déjà assez compétitrice par sa dominance, donc il faut travailler plus l'altruisme, effectivement. Et quant aux collectivités publiques, alors je suis élu, donc c'est un peu compliqué, mais la collectivité, ce sont les citoyens, les associations et les élus. Donc oui aux élus d'écouter, mais on doit travailler ensemble. La réponse, elle ne pourra être que collective, en fait. Enfin, à mon sens. Voilà. Merci Vincent pour ton intervention. Je vous souhaite une clôture par l'intervention de Philippe de la SPA. Oui, Philippe, le président de la SPA de Saint-Malo. Écoutez, moi, quand on a initié ce forum, je ne pensais pas avoir des gens aussi brillants autour de moi. J'ai appris plein de choses. Donc ça c'est très bien. Nous on est un peu dans le concret, vous connaissez tous l'action de la SPA, c'est recueillir les animaux battus ou avec des propriétaires en difficulté, ou des chats et des chiens errants. C'est vrai que nous, en ce qui nous concerne, on se préoccupait pas trop de tout ce que vous faites, quoi. Je pense que vous avez changé un petit peu mon regard par rapport à tout ça. On sait que tout ce qui est protection animale, et notamment la faune sauvage, et c'est lié à l'environnement, ce qui me semble bien, vraiment très bien, très positif, c'est que justement, à cette occasion, on a pu tous se rencontrer. Et à terme, l'objectif entre la police municipale et la mairie et la police nationale aussi, et le collectif Animalo, l'idée c'était qu'on se rencontre, mais qu'aussi on puisse aller un peu plus loin en se disant ensemble on sera un peu plus fort, même si on a tous nos particularités au niveau de nos associations,
Et moi, le message que je voudrais faire passer, je serai très court, on a parlé tout à l'heure avec Franck, moi le message que je voudrais faire passer, c'est qu'il faudrait qu'on soit un peu plus ambitieux, de façon en étant un peu plus solidaire, en se rencontrant plus souvent. Je suis persuadé que toutes les actions qui sont menées chacune dans nos coins, là, ensemble, on pourra peser un peu plus sur les services publics. Et l'idée, c'est quand même que au niveau des services publics, notamment par exemple là, à la mairie de Saint-Malo, on a quelqu'un, on a un adjoint qu'on a vu tout à l'heure, Madame Roche, qui est en charge justement de toutes ces problématiques autour des animaux, et bien que on ait un véritable service des salariés, des gens qui sont dédiés à la protection animale. Et je pense que si nous, derrière, on est solidaires, on va tous dans ce même sens, je pense qu'on peut arriver à faire quelque chose de concret à ce niveau-là. Je pense que, je ne sais plus qui a dit tout à l'heure que c'était au niveau des élus que les choses allaient pouvoir se passer. Ça nous pesait. Et tous individuellement, les uns les autres, dans notre petit coin, en continuant à travailler dans notre petit coin, je pense qu'on n'y arrivera pas. Je pense que c'est tous réunis. À l'ARC, je ne connaissais même pas l'association, la LPO un petit peu. Moi, ce qui me touche, par exemple, à titre personnel, c'est quand j'ai entendu dire qu'on avait perdu 50% des passereaux, je crois, dans les campagnes. C'est ce qu'on entend, hein, je ne sais pas si c'est la réalité, voilà, hein, mais il y a quand même quelque chose à faire. Donc, je pense que toutes nos actions, c'est un tout. Et moi, si j'ai juste au niveau de la SPA, modestement, un message à faire passer, c'est essayons de pérenniser ce forum, essayons de faire en sorte d'avoir des contacts entre nous, et puis de voir quelles actions on peut mener. Voilà, c'est peut-être pas un peu hors des mains, mais non, c'est tout à fait. Peut-être s'il y a une ou deux questions ou remarques éventuellement sur tout ce qui a été dit. Quelques remarques, ça explose dans ma tête. Hein, là, je vous dirai tout de suite. Allez-y, prenez le micro, ça va être plus simple. Plusieurs choses. Et puis derrière. Très intéressant. Allez-y, parlez du micro. Très intéressant. Quelques remarques. Effectivement, la planète, ça fait 4 milliards d'années qu'elle fait de la recherche et développement. Et je pense que malgré tout, l'homme, le super prédateur, il ne fera jamais mieux que ce qu'elle fait. Ça représente une super médiathèque, notre planète bleue. Et donc, la détruire, c'est de se passer de toutes les connaissances que la planète a développées pendant ces 4 milliards d'années. Donc, il faut en prendre soin parce qu'on va en avoir vraiment besoin dans les années qui vont venir. On n'invente rien, on copie tout. On lui copie tout, on lui vole tout à la nature. Donc, il faut essayer de la respecter. Je voulais dire aussi, c'est deux petits exemples que j'ai souvent cités, même dans mon entreprise, j'essayais de transmettre un petit message écologique aussi. Souvent, j'ai dit à mon patron, tu sais, je vais te raconter une petite histoire, tu vas pouvoir en sourire, mais ne pas en rire. C'était quand j'étais enfant, moi aussi, ma grand-mère, elle me disait souvent, depuis qu'ils envoient des fusées sur la Lune, il n'y a plus de saison. Et ça se passait dans les années 60, pour les plus anciens, ils vont savoir de quoi je parle, la première fusée qui a été envoyée sur la Lune. Et ma grand-mère était agricultrice, et en fait, moi j'étais gamin, et c'est après, plus tard, j'ai compris, mais je me suis dit, mais elle a entièrement raison, cette personne-là. Elle avait les 2 pieds ancrés dans le sol, elle avait cultivé son champ, elle allait traire ses vaches tous les matins, et elle voyait déjà dans les années 60 que le climat se déréglait. Donc c'est des gens simples qui n'avaient pas de connaissances scientifiques, mais qui étaient observateurs et qui avaient besoin de la nature pour se nourrir et pour nourrir leur famille. Après, en allant en vacances avec mes parents, quand on prenait l'autoroute, effectivement, quand on descendait dans le sud de la France, eh bien, c'était tous les 200 ou 300 km, il fallait s'arrêter, parce que c'était, alors pas que des moustiques, hein, mais plein d'invertébrés, enfin on n'y voyait plus rien, donc il fallait nettoyer le pare-brise et tout ça. Et maintenant, moi qui vais bientôt être grand-père, je me dis comment je vais faire passer le message à mon petit-fils, parce que lui, il ne va pas le voir. Moi, j'ai cette intériorité qui me permet de dire le climat s'est déréglé, la biodiversité s'est effondrée, c'est effondré. Les invertébrés, c'est 70% des invertébrés qui se sont effondrés. On ne les reverra plus jamais. C'est fini. Quand on parle d'effondrement, ça veut dire que c'est fini. Les races qui se sont éteintes, on ne les verra plus jamais.
Donc comment on peut, nous, en étant adultes, expliquer aux jeunes générations qui, eux, n'ont pas connu le même climat que nous, qui n'ont pas connu la même biodiversité, les mêmes paysages que nous, avant les remembrements qu'il y a eu dans les campagnes et tout ça, comment on peut leur expliquer? Et parmi les intervenants, il y a effectivement plein de choses et plein de questions à se poser par rapport à ça. Et l'éducation, enfin, tout ce que vous avez cité. Voilà. Et quand on parlait de réglementation des droits de l'homme, on pourra rajouter des animaux sur le traité des droits de l'homme. Merci pour votre intervention. Agnès, peut-être. Oui, moi je voulais rebondir sur ce que Vincent Bouche a dit au niveau des scientifiques et que monsieur a un peu complété en parlant de cette nouvelle approche au sein des entreprises, au sein des scientifiques, des chercheurs, des ingénieurs, c'est le biomimétisme. Hein, ce nouveau, effectivement, la nature depuis des milliers d'années a perfectionné de façon extraordinaire tous les organismes et tout. Donc il suffit de l'étudier. Voilà, donc c'est à ça que vous faisiez allusion, je suppose, le biomimétisme. Et également, bah oui, souligner la grande extinction que nous sommes en train de vivre, dont on est... Et notre tour viendra peut-être, hein, on fait partie des espèces comme les autres, et on est peut-être voué à s'éteindre un jour. Alors, moi, je voulais surtout poser une question. On a parlé du droit, on a parlé de la justice. Ce sont deux acteurs, hein, deux éléments qui sont, je pense, indispensables à l'aboutissement de nos démarches, de nos combats, et à rendre concret tout ce qu'on essaye de faire évoluer. Alors comment interpeller les législateurs, comment interpeller la justice? Nous avons, nous, en tant qu'organisateurs, convié le bâtonnier de l'ordre des avocats, le procureur, le sous-préfet, qui ont reçu l'invitation, qui ont dit qu'ils étaient trop occupés pour venir, nous le regrettons. Nous espérons pouvoir les contacter, les mobiliser à une autre occasion. Nous avons également invité le parti animaliste, qui, je pense aussi, a tout à fait sa place dans ce genre de forum. Alors, je ne sais pas s'il y a des représentants dans... Ah oui, parce que j'ai eu des nouvelles de Gwenola, qui représente le parti animaliste. Voilà, parce que je pense que cette branche législative, vous avez des députés depuis... On va vous laisser la parole. Alors, peut-être juste sur le premier volet, le volet, enfin, si tu voulais, sur le volet juridique, peut-être Muriel, sur l'aspect, comment les juristes les amener à prendre plus en compte. Comment les interpeller. Juste un petit témoignage. Nous, au niveau de la SPA, en ce qui nous concerne, hein, quand on intervient sur des cas de maltraitance, on a un chien qui vient d'être replacé dans un foyer, là, dernièrement. Nous, on paye un avocat qui nous a représenté, un maître baron sur Saint-Malo. C'est vrai que c'est à nous de faire la démarche, mais il y a un effort sur Saint-Malo. Hein. Je parle là, c'est un témoignage simplement. Sur Saint-Malo, il y a une adjointe au procureur qui est quand même très très sensible à la cause animale. Le petit Staffy qu'on a récupéré n'était pas dans un très bon état. La procureure a quand même considéré que là il y avait danger pour l'animal, elle était très sensible à ça, et sur d'autres affaires elle intervient quand même efficacement. Donc il y a quand même, il faut juste toucher la bonne personne au bon endroit, c'est pas toujours facile, hein, ça c'est clair, mais c'est juste un témoignage. Ouais. C'était juste pour répondre tout à l'heure par rapport à la disparition des espèces, il y a quand même une contradiction, c'est si nous sommes là aujourd'hui, parce que beaucoup d'espèces ont disparu. Il faut se le rappeler quand même. Et ce qui a laissé place, et qu'aujourd'hui, l'espèce humaine est présente. Cela dit, aujourd'hui, ça va beaucoup trop vite. Voilà. Là où il faut peut-être, je sais pas, 4-5 millions d'années pour qu'une espèce finalement disparaisse, ce qui est un peu le lot des espèces, elles ne sont pas là pour vivre pendant des milliards d'années. Et donc à travers ça, aujourd'hui, on parlait des oiseaux, c'est une espèce d'oiseau qui disparaît par siècle. C'est 1000 fois trop rapide. Donc là, on doit s'interroger. Et sur les lois, je me dis aussi que je pense qu'il y a déjà beaucoup de lois et qu'il serait bien, qu'on les fasse connaître,
et deux, qu'on les fasse respecter. L'histoire du dauphin, c'est qu'on fait une loi, effectivement, où il ne faut pas approcher à moins de 100 mètres, mais qui met en place, qui surveille, qui fait, qui... On parlait de pédagogie, donc il faut donner l'information. Ça aussi, ça fait partie aussi de l'éducation à la nature. C'est voilà, le dauphin, ramasser un animal, voilà. Vous avez des gens, on en parlait tout à l'heure, vous avez des gens qui vont se promener, qui vont aller ramasser des champignons, qui vont voir un petit bébé chouan, ils vont le ramasser, ils vont le ramener dans un centre de soins, chez un vétérinaire. J'ai trouvé cet animal, or il est potentiellement au sol et nourri par ses parents. Est-ce qu'on doit intervenir? On parlait des pigeons tout à l'heure, on parlait des goélands qui tombent effectivement du toit, soit parce qu'effectivement en période de canicule il fait trop chaud, qu'éventuellement il va à peine voler, il va tomber au sol, on va le ramasser, on va l'emmener, voilà. Je pense qu'on a vraiment besoin de cette éducation à la nature, mais pas uniquement de connaître les espèces, mais connaître le cycle biologique des espèces, et donc voilà, c'est une autre façon de contribuer. Merci. Muriel, pour être sur le volet juridique, et puis après... Deux choses. Tout ce qui est juridique et législateur va suivre le public. J'ai parlé des cirques. Les 2/3 des cirques ont arrêté d'utiliser les animaux sous la pression du public. La désertification des cirques. Derrière, le législateur arrive, bon, on est en France, il fait n'importe quoi, mais il y a quand même la discussion qui est là. La deuxième chose, c'est qu'il faut aller dans les tribunaux aussi souvent qu'il est possible, et on voit des progrès. Hélène Touy, qui a défendu les ours pour les 9 arrêtés que nous avons gagnés, qui est la présidente du parti animaliste, on est bien d'accord là-dessus. Il faut aussi faire du buzz autour de cela, il faut communiquer, il faut que les journalistes couvrent les procès et que les arguments sortent. Et c'est comme ça que petit à petit on obtient des progrès. D'ailleurs, au moment où la problématique des effarouchements des ours a été étudiée, nous avons obtenu une décision qui va servir aux loups. Donc, c'est lié, et chaque année, on voit des progrès dans les tribunaux, même de magistrats qui ne sont pas forcément sensibles à la cause. Mais vous voyez, quand je vous ai parlé des tigres, nous avons placé des caméras pendant 6 jours et 6 nuits pour prouver que les tigres ne sortaient pas des camions. Donc, nous sommes montés sur le toit, nos enquêteurs sont montés sur un toit d'usine désaffectée à filmer dans la cour du dresseur. Personne à l'audience n'a dit autre chose que grâce aux images de One Voice. On a entendu ça pendant tout le temps, grâce aux images de One Voice. On n'est plus aujourd'hui, nous, lanceurs d'alerte, stigmatisés par les tribunaux comme on aurait pu l'être avant, parce qu'ils voient bien qu'il y a des autorités qui ne font pas le travail ou qui laissent faire, et il y a des autorités qui ont besoin de nous et de cette collaboration. Donc, au niveau de la justice, c'est en train de bouger. De plus en plus de jeunes se forment dans les DU. Donc, ça avance, et je peux vous dire que l'association a près de 30 ans, ça avance énormément de ce point de vue-là, mais n'oublions pas que ce que nous pouvons faire, nous, chacun de nous, est extrêmement important aussi. Merci. Michel? Oui, pour compléter sur l'aspect juridique, effectivement, c'est peut-être méconnu encore du public, des lois existent, européennes. D'ailleurs, une petite remarque, la France est très souvent en infraction par rapport à ça. Et donc, je vais vous citer 2 exemples. Sur la chasse traditionnelle dans le sud de la France, la LPO a porté plainte à plusieurs reprises. Et enfin, depuis 2 ans, il y a eu un arrêté, il y a eu appel contre appel, etc. Enfin, les actions juridiques sont très 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 longues, elles durent très très longtemps souvent, mais elles portent leurs fruits. Et donc la France a été condamnée plusieurs fois au niveau de la Cour européenne de justice. Mais enfin, nous avons gagné sur le fait que la chasse traditionnelle est maintenant interdite. Ça ne veut pas dire que les chasseurs ne vont pas revenir à la chasse, ne vont pas revenir là-dessus, mais enfin, pour l'instant, elle est interdite. Elle est interdite de toute façon, mais là, elle est suspendue. Deuxième aspect juridique, Bretagne Vivante avec LPO, puis One Voice aussi récemment. C'est un combat que nous menons depuis très très longtemps sur les choucas des tours.
Alors, choucas des tours sont une espèce dite envahissante par rapport aux agriculteurs, hein, et dans certaines communes, à Pont-Aven par exemple, on s'en plaint beaucoup. Nous avons porté plainte contre les arrêtés préfectoraux, donc le Finistère, le Morbihan, les Côtes-d'Armor, l'Ille-et-Vilaine n'avait pas fait d'arrêtés préfectoraux, hein, tu me confirmes, Jean-François, oui. Donc ces 3 départements, les préfets avaient fait des arrêtés préfectoraux autorisant la chasse sur des dizaines de milliers de choucas. Des dizaines de milliers, c'est pas quelques centaines. Autorisant la chasse et donc la destruction. Alors ils appellent ça publiquement prélèvement. On sait très bien que ce sont des tueries. Et donc nous avons gagné grâce justement à la coopération des associations à la fois naturalistes et aussi associations de défense. Et donc on voit bien que là c'est les pouvoirs publics qui sont qui sont des, comment dire, en délit. Hein, ils sont les initiateurs à les tueries. Donc les lois existent, il faut s'en emparer, il faut les connaître, il faut appeler les associations. Et je voudrais enchaîner, puisque j'ai le micro, sur la protection. Vous savez qu'en Bretagne, nous n'avons plus aucun centre de soins pour soigner les animaux sauvages. Je ne parle pas de la SPA qui, elle soigne les animaux domestiques, mais pour les animaux sauvages, il existait une association, Triskel, actuellement qui est en difficulté. Aujourd'hui, nous n'avons plus qu'un centre de soins, c'est celui de l'île Grande, hein, de la FPO, un centre de soins historique. Mais sachez qu'en Bretagne, nous n'avons plus de centre de soins. Nous œuvrons actuellement en Ille-et-Vilaine, avec le département et au niveau de la région, pour construire un centre de soins. Et non seulement le construire, mais surtout le faire fonctionner. Ça représente beaucoup de salariés. Pour l'instant, on n'a pas de réponse négative, mais pour l'instant, on n'a pas encore des choses tout à fait concrètes. Donc on travaille là-dessus. Il faut absolument qu'on ait au moins un centre de soins pour la faune sauvage. La faune sauvage, le hérisson, les oiseaux, nous avons énormément de rapaces qui sont meurtris, tués, blessés par les voitures, par les chasseurs, par la négligence. Énormément, bon, je ne vous parle pas des pigeons parce que là c'est pareil, milliers qu'on nous recevons, nous avons un centre d'appel, nous recevons des milliers, c'est vraiment des milliers, hein, et ça prouve au moins que les gens sont sensibles à cet aspect-là, des milliers d'appels concernant la faune sauvage. Hein. Alors c'est la petite faune, hein, on ne parle pas de la grosse faune parce qu'on est incapable de soigner la grande faune, mais la petite faune, hein, eh bien, c'est des milliers d'appels qu'on reçoit sur nos centres. Ok, donc je vais réagir à ce que tu dis sur 2 points. Effectivement, quand je voulais prendre la parole, je voulais justement vous parler du choucas des tours et du paradoxe qu'on est en train de vivre sur la réglementation. C'est quand même assez fou, en fait. C'est qu'on a une espèce qui est effectivement protégée, mais qui se développe sur certains secteurs et qui devient, selon certains intérêts économiques notamment, ou d'ailleurs de confort, hein, puisque dans ma commune, il y a beaucoup de choucas des tours et les personnes se sentent envahies. Mais c'est vraiment une question de culture, hein, parce que bon, oui, ils évoluent, donc on les voit, je ne sais pas comment on peut dire, ils chantent, c'est ça? Les choucas, c'est assez particulier, il faut du bruit. Ouais. Sauf quand il y a des centaines. Ça commence à dire stressant. Mais est-ce vraiment nuisant en fait? Ça c'est vraiment quelque chose de culturel qu'il faut peut-être déconstruire. Mais c'est effectivement extrêmement préoccupant de voir qu'il y a quand même une étude régionale qui a été menée et qui a été demandée par les institutions. Les résultats de cette étude régionale vont dans le sens de la protection des choucas et pour le coup, même là où les arrêtés préfectoraux sont tombés grâce à l'action de plusieurs associations et animalistes et environnementales et naturalistes, donc belle collaboration, et ben, les préfectures, dans les Côtes-d'Armor, c'est reparti, ils ont remis en place un arrêté, c'est quand même fou. C'est quand même pas extrêmement rassurant.
Je reviens sur ce que disait Vincent, c'est qu'on a en plein paradoxe, parce que la société évolue extrêmement vite, que une société, ça met du temps à se construire, et que là, il y a les attentes sociétales et le contexte réglementaire, politique qui n'avance pas assez vite, et qu'on arrive à des situations un peu étranges. Et juste pour finir, juste pour rebondir sur le centre de soins, le centre de soins dont je parlais, c'est celui de Languilly, donc qui est toujours ouvert. Hein. Et qu'est-ce que je voulais dire là-dessus? Et en fait, par rapport à la réglementation, il y avait quand même quelque chose de très rassurant, c'est que ils ont récupéré un renard donc, qui est considéré par pas mal de départements comme des espèces, des ésodes, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts entre guillemets économiques. Hein, voilà. Et l'humain, entre parenthèses. Et les associations ont... Enfin, pardon, le centre de soins a récupéré un renard qui avait été séquestré par un chasseur qui... j'ai pas bien... Je me souviens plus en fait, mais je crois qu'il y avait eu des petits qui étaient nés, qui avaient été tués ou qui étaient morts. Enfin, en tout cas, cet animal avait été martyrisé par le chasseur. Et les associations ont porté plainte, et même si c'est une espèce qui est considérée par énormément de personnes comme étant une espèce ésode, la réglementation, enfin la loi, les tribunaux se sont déclarés en faveur du centre de soins qui les a soignés, qui a eu le droit de le soigner, ce qui est normalement pas très autorisé, et qui a eu le droit de le relâcher dans l'espace naturel. Ça veut dire qu'au sein des institutions, quelle que soit la réglementation, il y a des personnes soit qui ont avancé sur ces problématiques-là, soit qui au contraire sont un peu en retard dans leur tête, et que du coup, on arrive, on est dans une situation C'était juste dire une phrase. Oui, juste sur une phrase, puisqu'on parlait de collaboration, d'association, etc. En Bretagne, Bretagne vivante, à l'Arc, mais aussi aux rivières de Bretagne, le groupe mammologique breton, Vivarmor, etc., sont regroupés dans une association qui est un regroupement d'associations qui s'appelle France Nature Environnement Bretagne, qui existe dans toute la France, qui représente 900 000 adhérents sur la France. Et l'intérêt, c'est d'avoir des élus, des gens qui interviennent au nom de France Nature Environnement dans les conseils économiques et sociaux, régionaux, nationaux et européens. Et ce qui permet d'avoir des informations, de pouvoir intervenir, et puis aussi de pouvoir avoir des actions juridiques, parce qu'on a un pool de juristes, un pool d'avocats qui permettent de porter des actions et au niveau national et au niveau international. Et donc je pense que ça aussi, ces regroupements-là sont importants. Et puis juste sur les refuges ou sur les centres de soins, pour ce qui concerne les mammifères marins, il y a celui d'Océanopolis, qui est aussi, par exemple pour les phoques, les mammifères marins, etc. On a récupéré 2 jeunes phoques récemment ici à Saint-Malo et à Cancale, et qui se portent bien grâce à ce centre de soins, qui est aussi une collaboration d'associations. Puisqu'il y a Océanopolis, il y a Bretagne Vivante, il y a Ouy-Rivière, je ne sais plus, dans ce centre de soins. Merci. Juste une question par rapport au centre de soins pour les oiseaux. Est-ce que vous l'avez budgétisé? De quel montant, enfin, quel est le budget pour faire construire et faire fonctionner? Le centre de soins, c'est pas uniquement pour les oiseaux, hein, c'est aussi pour les petits mammifères, les batraciens, etc. Parce qu'on nous apporte effectivement beaucoup d'oiseaux de différentes taxons. En fonctionnement, François, tu me diras si je dis une bêtise, mais c'est de l'ordre de 200 000 € pour 3 salariés ou 4 salariés, c'est ça? Ouais, c'est de cet ordre de grandeur. Hein. Par an, oui. Et 400 000 pour la création. Juste, Émilie qui a pris la parole. 400 000, ça dépend. Je voulais rajouter un petit mot sur les freins au changement. On évoque beaucoup depuis tout à l'heure les freins d'ordre politique, mais il y a aussi tout un tas d'obstacles qui sont d'ordre plutôt sociologique et psychologique et qui sont très puissants. Par exemple, je vous donne quelques exemples. Ça a été documenté en psychologie sociale et en économie comportementale récemment.
Un exemple, c'est la réactance. La réactance, c'est quand on réagit avec colère. Si quelqu'un vous dit bah non, bah, il faut arrêter de consommer de la viande parce que c'est mauvais pour l'environnement et c'est mauvais pour les animaux, vous pouvez réagir avec réactance. Ça veut dire moi j'ai pas envie qu'on m'empêche de consommer ce que j'ai envie de consommer. Et ça, c'est un mécanisme de psychologie qui est très souvent activé. Donc il n'y a pas que des obstacles d'ordre politique, même s'ils sont extrêmement puissants, nombreux. Il y a des obstacles au niveau des lobbies, au niveau du fonctionnement du système institutionnel, etc. Mais il y a aussi donc, ces obstacles psychologiques et il y a des obstacles puissants au niveau des normes sociales. Quand on est dans un groupe qui va se comporter plutôt de telle manière vis-à-vis des animaux, bah, on va avoir tendance à se conformer à ces normes de groupe parce qu'on a envie de continuer à appartenir à ce groupe. Donc plus on est nombreux à dire bah, là il y a quelque chose qui ne va pas dans le fonctionnement du groupe, et à partir du moment où on atteint un seuil de personnes qui se comportent différemment, on arrive plus facilement à changer les choses. Donc toutes les synergies, bah, elles sont bienvenues aussi pour dépasser ces obstacles-là qui ne sont pas forcément très visibles ou très identifiés, mais qui sont pourtant puissants. Oui, on a bien vu l'action des associations au niveau local et des élus. On va peut-être donner la parole à Parti Animaliste qui va nous donner une idée de l'action au niveau national. Oui, effectivement, les partis font partie, c'est le cas de dire, des acteurs possibles, qu'ils soient spécifiques sur la question animale ou qu'ils aient intégré la question animale dans leurs propositions généralistes. Venez là, peut-être que ça va être plus simple. Et puis je conclurai après votre intervention. Merci beaucoup Madame d'avoir évoqué le Parti Animaliste. Effectivement, c'est un parti qui a été créé à la fin de l'année 2016 et qui a grandi assez rapidement. Et donc nous n'avons pas encore de députés à l'Assemblée nationale. Mais lors des dernières élections législatives, on a quand même présenté 421 candidats sur l'ensemble de la France. Donc c'était un des partis les mieux représentés en termes de candidature au niveau national. Et justement d'avoir une synergie entre le politique et les milieux associatifs, parce que c'est comme ça qu'on pourra faire effectivement avancer les choses. Vous évoquiez les élus locaux, par exemple à Grenoble, à Montpellier, ce sont des élus du Parti Animaliste donc qui militent et qui œuvrent pour mettre en place des mesures favorables à la cause animale. Et c'est vraiment, je pense, cette association en fait entre les élus et justement le milieu associatif, les bénévoles, qui peut faire avancer les choses très concrètement. On évoquait la situation des chats errants, c'est un problème que je connais très bien. Et on a besoin effectivement énormément de financement pour la stérilisation des chats errants, les chats libres. Et donc là, les communes impliquées participent financièrement. Et ensuite, c'est aux associations de prendre le relais pour gérer les points de nourrissage des chats, pour veiller au fait que les chats sont en bonne santé, procéder à de nouveaux trapages si nécessaire, voir s'il y a des nouveaux chats à s'en occuper, etc. C'est vraiment justement cette synergie, je crois que c'est vraiment un mot-clé pour pouvoir agir en faveur de la cause animale et plus largement porter aussi au niveau national des projets de loi qui vont permettre là aussi de faire avancer la cause. Le Parti Animaliste, à ce niveau-là, justement, porte des propositions très fortes, comme par exemple l'interdiction de la chasse. Donc on sait que c'est un combat de longue haleine et qu'il va falloir le porter pendant très longues années. Mais là aussi, je pense qu'on a tout intérêt à s'allier aux associations pour porter cette parole, avancer nos arguments et convaincre le public. Et c'est comme ça finalement qu'on pourra effectivement avoir des vraies avancées au niveau législatif. Merci de votre intervention. Une dernière, monsieur, parce que voilà. Je vous remercie. Bonjour, Didier. Je suis membre d'une association d'éducation à l'environnement à Dole-de-Bretagne, des idées plein la terre. Je voudrais surtout partager une interrogation personnelle sur la pertinence d'un événement très local, très pharaonique, c'est la route du Rhum. On va même avoir la présence, paraît-il, de notre président de la République, je ne sais pas s'il viendra
en jet ski ou en char à voile. En tous les cas, peut-être plus probablement en avion. En tous les cas, à un moment où on nous parle de sobriété, j'ai passé 2 millions de personnes. Là, on ne fout plus la paix aux animaux, comme je l'ai entendu de nombreuses fois ici. On ne leur fout plus la paix en mer et sur terre. Et aux animaux que nous sommes, dont nous faisons partie, on ne nous fout plus beaucoup la paix non plus. Cette route du Rhum est devenue une route du carbone. Voilà, c'est une interrogation personnelle. S'il y a des gens qui ont une opinion là-dessus, je vous remercie. Merci. Alors, c'était aux horaires. Je tenterai de ne pas conclure parce qu'il y a. Mais moi, ce que je retiens un petit peu des échanges qu'il y a eu, a été évoqué vraiment le nécessaire travail d'éducation, éducation populaire, éducation dans les centres de loisirs, éducation nationale. Ce que je retiens aussi, c'est qu'il puisse y avoir une jonction entre les environnementalistes, les naturalistes et les animalistes. Et au sein des gens qui défendent la cause animale, les acteurs à la fois qui travaillent sur les animaux domestiques, les animaux liminaires et les animaux sauvages. On sent que ce secteur émergent, je ne parle pas de secteur, mais il y a des acteurs, il y a des volontés, et comme tout secteur émergent, là, semble-t-il, la deuxième phase, c'est la structuration et la création d'espaces, et le groupe de travail que la police a initié à Saint-Malo on peut en être un, mais la création d'espaces où effectivement, au-delà de la rencontre formelle, je te passe un coup de téléphone, formaliser des espaces qui sont des forces de proposition de l'ensemble de ces acteurs, environnementalistes, naturalistes, animalistes, et là débouchera forcément des propositions spécifiques au territoire. Les copier-coller, ça n'existe pas. Il y a des territoires qui sont plus sensibles aux animaux sauvages, d'autres peut-être plus aux animaux domestiques, mais qu'ils puissent exister officiellement, hein, parce que ce qui n'a pas de nom n'existe pas, mais qu'il puisse exister officiellement, au-delà des rencontres informelles, un groupe, peut-être ce groupe de travail prenne une forme nouvelle, mais en tout cas, où tous les acteurs, hein, puisque initialement ce groupe de travail qui a initié cet événement était plutôt lié à la question des animaux domestiques, et il y a eu l'intelligence de tous les acteurs de dire il faut l'ouvrir à toutes ces problématiques animales. Donc éducation, structuration et rencontre, créer des espaces où tous ces acteurs puissent être force de proposition, et puis au-delà de cette force de proposition, faire apparaître, vous citiez le nombre d'adhérents, je suppose que si on prend le nombre d'adhérents de la SPA, si on a ça fait peut-être 2-3 millions de Français qui sont adhérents en tout cas à cette cause animale, et donc c'est aussi un lobby important qui œuvre pour l'intérêt général, et ça c'est un groupe de pression. Voilà, écoutez, je vous remercie de votre journée. Ça continue, il y a effectivement des stands d'information de différentes associations. Il y a possibilité de se restaurer avec un food truck vegan. Et puis tout se termine vers 18h avec cet après-midi à 14h, une rencontre sur la question de... Une conférence débat, voilà, sur la législation, législation et adoption qui sera animée par Jean-Christophe Rosy. Voilà, merci à vous.